Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer ce rendez-vous copro sur la maîtrise des consommations en hiver. Donc, je vais commencer par une petite présentation de l'Agence parisienne du climat. Puis ensuite, on pourra dérouler avec nos intervenants. Donc, en premier lieu, donc vous allez voir vos caméras ne sont pas activées ni vos micros. Donc, si vous souhaitez poser des questions, je vous remercie de le faire dans l'onglet Q&R que vous pouvez voir en bas de votre écran normalement. Donc, moi, je suis Anne-Sophie Pouzol de l'Agence parisienne du climat. Je suis également accompagnée de mon collègue Éric Buissonnet, conseiller également. Nous allons commencer donc par une présentation de Monsieur Maro Serrault, donc qui est président du conseil syndical de la copropriété 20-22 rue d'Arcueil dans le 14e. Donc, il va nous présenter ce qui a été fait sur sa copropriété. Et ensuite, Monsieur Quelqueger de l'entreprise Efficap Énergie va pouvoir nous présenter la technologie qui a été installée. Nous prendrons un temps assez long à la fin pour prendre vos questions-réponses. Donc, je vous demanderai de bien de les poser dans la partie Q&R et on y répondra après les interventions. Donc, l'Agence parisienne du climat, donc c'est une association qui a été créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris et elle a pour but de mettre en œuvre le plan climat. C'est également le guichet unique de la rénovation, donc le guichet France Rénov pour la ville de Paris. Et c'est dans ce cadre que nous intervenons aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs outils. Donc, nous, on utilise la plateforme Coach CoPro. Et sur cette plateforme, nous avons plusieurs outils, que ce soit un centre de ressources, un annuaire des professionnels et des fiches de copropriété rénovées. Donc, sur le PowerPoint que nous vous enverrons après le webinaire, vous pourrez cliquer sur les liens pour aller vers ces pages-là et ça vous apportera un complément d'information si vous avez un projet actuel. Donc, Monsieur Marocero, je vous propose D'accord. de Oui, commencer. On va dérouler la présentation. d'accord. Oui, ben, Alors, merci. Donc, je vais vous introduire. Donc, pardon, bonjour, Éric excusez-moi. Buissonnet de l'Agence parisienne du climat. Donc, pour cette première partie, donc, nous avons la chance d'accueillir donc Monsieur Marocero, qui va nous parler de sa copropriété du 20-22 rue d'Arcueil. Dans ce projet, enfin, en tout cas pour ce webinaire qui est dédié à la maîtrise des consommations en hiver. Donc, il faut préciser que le 20 rue d'Arcueil, c'est une copropriété qui a été saluée par un prix du jury Coach CoPro en 2023. Et donc, maintenant, si vous voulez nous en parler, décrire un petit peu votre copropriété. Oui, d'accord. Donc, nous avons 170 logements environ. Donc, il y en a environ 15 qui sont de taille relativement importante, 80 mètres carrés, mettons 150 mètres carrés, mais la majorité, donc 150, tournent, sont même inférieurs à 50 mètres carrés. Là-dessus, ça représente à peu près une surface de chauffe de 10 000 mètres carrés. Et l'eau chaude et le chauffage sont collectifs, mais évidemment, avec on va dire des compteurs, hein, des compteurs d'eau chaude évidemment, des compteurs d'eau froide, et chaque radiateur aussi a ce qu'on appelle un répartiteur de manière à individualiser nos consommations. Donc, c'est un immeuble donc, qui est en L, une partie à 13 étages et une partie donc avec 6 étages sur le boulevard Jourdan, avec les appartements un peu plus importants. Et nous avons aussi deux commerces, enfin, en tout cas deux propriétaires de commerce, avec qui aussi pour les travaux de rénovation, donc il faut dialoguer de manière importante. Et nous avons aussi joint à deux immeubles avec qui il a fallu signer des conventions d'empiètement. Enfin, voilà pour le contexte, je dirais. Et donc, nous avions déjà fait à l'époque, avant ce projet, une rénovation de la chaufferie pour passer une chaufferie moderne qui nous avait coûté 300 000 € avec 80 000 € de subvention.
Et cette chaufferie nous avait fait déjà gagner 18% de gains énergétiques. Et donc, ça s'est fait en 2015 et en 2017, c'est là où nous avons D'accord. lancé, disons, le projet de rénovation. D'accord. Donc, on a coutume de dire que pour bien passer l'hiver, il faut avoir un bon manteau, de bonnes bottes et un bon chapeau. Et Mhm. me semble-t-il que la problématique de la copropriété a peut-être commencé sur un problème justement de chapeau et de... Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on a commencé effectivement en 2017, donc là, effectivement, on va avoir le problème par des problèmes de fuite d'eau, d'infiltration d'eau au dernier étage qui étaient assez fréquentes. Et donc, le choix, c'était soit on fait des rustines à n'en plus finir, soit effectivement, on fait une vraie étude et on choisit de refaire à minima la terrasse. En même temps, donc, si vous voulez, en 2017, il fallait faire un audit énergétique, c'était obligatoire pour les copropriétés de notre importance. Et c'est là où tout a démarré. Donc en décembre 2017, on avait lancé le projet d'étude sur la terrasse D'accord. pour refaire éventuellement la terrasse et en même temps l'audit énergétique. Donc cet audit énergétique, nous, on a l'assemblée en décembre, donc il a fallu le faire en novembre pour pouvoir tourner des caméras infrarouges, etc. Et donc cet audit énergétique est très intéressant puisqu'il nous demande de faire trois scénarios. Donc on avait un premier scénario, on isole évidemment et on refait l'étanchéité de la terrasse. Un deuxième scénario plus global, on fait le maximum les façades, enfin, etc. Et la terrasse et les façades, la VMC et des scénarios intermédiaires. Donc voilà où on en était. Et donc tout de suite, dans les trois scénarios, donc le monsieur qui avait fait cet audit énergétique nous a dit, bah, si vous faites la terrasse, vous n'aurez pas de subvention. Si vous faites quelque chose de plus complet, qui arrive mettons, au moins à 35% si c'était possible de gain d'énergie, là, vous aurez des subventions. D'accord. Bon, donc, Alors, peut-être qu'on pourra reparler de se dérouler ah, un petit d'accord, peu dans OK. la diapo suivante. Et donc, Mhm. en fait, bon, là, le problème d'étanchéité, c'était comment dire, une étanchéité qui était d'origine, hein, donc des années Oui, alors effectivement, 70, hein, voilà. et qui était pas isolée ou, enfin, Non, voilà, non, non, comme on le pas du montre le tout sondage. isolé. Non, non, D'accord. ça, c'est pas du tout isolé. Mais le sondage que vous montrez, effectivement, il n'a pu être fait que début 2018, Mm. quand on a choisi, grâce à Solia, je vais l'expliquer peut-être, Ouais. Oui, oui. le maître d'œuvre. Hein. Donc, Voilà. le problème, donc, en 2017, c'est de dire à l'AG, bon, ben, si vous voulez bénéficier de subventions, et ça a été une discussion, bon, il faut choisir un maître d'œuvre, etc. Mm. Et c'est un projet qui dépasse évidemment les compétences du conseil syndical, on a besoin d'une assistance. Donc, on s'est tourné vers l'APC, Oui. qu'on connaissait parce que on a eu affaire à elle aussi pour le changement de la chaufferie. Et du coup, ils nous ont dit, ben, mettez-vous tout de suite dans le concours Coach CoPro pour D'accord. pouvoir bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, on a Alors, été, donc, on je, a fait je, ça. Oui. je vais mettre la diapo, mais donc il y avait aussi un problème cette fois pour le bilan, hein, donc en fait de ce qui vous a amené Alors, à tout voilà. ça, c'est qu'il y avait donc le problème du chapeau, des Oui. infiltrations, et puis aussi ben, finalement l'enveloppe, hein, donc le Alors, manteau c'est du. vrai, c'est vrai, mais au démarrage, si vous voulez, on n'avait pas, comment vous dire, on n'avait pas cette vision. C'est les discussions avec le maître d'œuvre et avec vous, d'ailleurs, avec Solia, des gens qui nous ont amenés aussi. Parce que si vous voulez, là, on avait quelques fissures, évidemment, en façade, mais bon, nous, on n'était pas capable de dire ça va tenir encore 10 ans ou il va y avoir un problème presque immédiat, disons, dans l'année ou dans les 2 ans. Et donc, c'est pour ça qu'on a complété l'audit énergétique avec le maître d'œuvre en lui disant, il faut, dans la partie, alors, disons, le plus important pour moi au démarrage, ça a été Solia. Hein. C'est quand on nous a mis en liaison avec Solia. Donc, Solia nous a dit, ben, la première chose, c'est effectivement de choisir un maître d'œuvre C'est pour ça. faire une étude. Et donc, Solia m'a donné un petit, oui, 56 pages, et heureusement, d'appel d'offres pour choisir un bon maître d'œuvre. Mm. Bon, alors heureusement, il n'y avait que quelques paragraphes à faire.
Donc ensuite, ils nous ont dit, bah, je vous propose, moi, enfin, j'ai une liste aussi de maîtres d'œuvre possibles. Nous, on avait un maître d'œuvre qui avait fait le ravalement il y a 28 ans. Enfin, le syndic nous a donné d'autres maîtres d'œuvre, etc. Et c'est à ce moment-là que enfin, Solia nous a donc permis de faire cet appel d'offres. Et on a choisi le maître d'œuvre en mai 2018 avec Voilà. Solia. C'est-à-dire, Solia nous a même reçus, je ne sais plus où, dans ses locaux, avec les trois, enfin, ou quatre ou cinq maîtres d'œuvre qu'on avait interrogés, pour pouvoir choisir quelqu'un et surtout déjà faire ce que vous avez montré là, c'est-à-dire une partie d'audit Mhm. d'architectural pour compléter notre audit énergétique, de C'est manière à ça. avoir finalement ce qu'on appelle un DTG, quoi, un Oui. diagnostic technique général. Et un programme de travaux global Alors, qui vous permette voilà. d'avoir des aides financières. Voilà. Alors, ça, donc quand on a choisi effectivement le maître d'œuvre, lui-même est allé faire, après, c'est ce que vous dites, les diapos que vous avez montés avant, c'est-à-dire il a même fait, donc il est allé percer, il a fait quelques sondages hein, dans Sondage, oui. l'étanchéité, donc et là, et sur la façade. Et c'est lui qui nous a dit, bon, vous avez intérêt, il nous a proposé de faire un projet plus global Mm. sur la terrasse, évidemment, et sur la façade. Ça faisait quand même 4000 mètres carrés en gros de façade et 1000 mètres carrés de terrasse avec des terrasses en plus privatives. Donc ça complique un petit peu le projet. Voilà. Donc, on montrera par la suite le scénario de travaux, mais donc là, donc, du coup, sur la frise, donc il y a eu cet audit énergétique, l'intégration du programme qui s'appelait à l'époque Éco-Rénovons Paris, hein, C'est donc avec ça. Solia, donc Mhm. qui vous a et donc en mai 2018, donc qui vous ont accompagné jusqu'à trouver une mission de maîtrise d'œuvre, Voilà, tout à fait. voilà, et puis après cette mission à travailler, donc en août 2018, vous aviez le dossier des consultations d'entreprise, Voilà, ça c'est et après effectivement, voilà. c'est le maître d'œuvre donc, qui a fait le dossier à lui de consultation d'entreprise. On était quand même toujours en liaison avec Solia, hein, Hmm. puisque tant que, disons, enfin, il faut d'abord établir la confiance avec le maître d'œuvre, le syndic, enfin tout ça. Et on avait confiance en Solia, qui était plutôt neutre hein, là, dans cette affaire. Et donc, lui, il nous a aidé aussi à choisir les entreprises, d'une part. Alors, là, je parle que du niveau technique. Et parallèlement, donc, il a il a fait la recherche des aides financières qui a duré pratiquement un an. Parce qu'il fallait que 70% des copropriétaires répondent à un petit questionnaire et ça n'a Oui. pas été 100 balles. Hmm. Et ce qui permet de passer après au vote des travaux. Alors, ça a été long parce que d'abord, il y a beaucoup de communication à faire. Donc, Solia nous avait dit de faire une communication permanente, on peut dire, hein. Moi, j'ai fait pas mal de communication par affiche dans les ascenseurs, voire dans le hall pour recevoir des copropriétaires. Euh, Ensuite, il nous avait dit de faire une AG, mais c'est entre guillemets à blanc, hein, c'est-à-dire sans vote, donc une information où là, il est venu pour exposer euh, les, les- les subventions auxquelles on pouvait avoir droit pour tel type de travaux. Alors déjà, donc, ce qui était compliqué, ça a duré un moment, c'est-à-dire d'arriver à trouver le meilleur projet pour la copropriété. Euh, le meilleur projet, c'est-à-dire le rapport qualité-prix, on va dire, hein. Mhm. Donc on visait au moins 35% de gains de gains Énergétique. énergétiques. Mais alors je crois que c'était pour avoir les subventions pour les revenus modestes et très modestes. Ensuite, C'est le seuil à partir duquel se déclenchent les aides nationales voilà, aussi. hein, pour les revenus modestes, très modestes. Et donc, suivant, soit vous faites des travaux plus chers ou moins chers, parce qu'il y a eu un problème dans le conseil syndical, c'est on était d'accord sur la rénovation complète, mais pas sur... il y avait deux projets un petit peu distincts, un projet plus modeste, on va dire, avec l'isolation et un enduit mince sur l'isolation, qui coûtait quand même 700 000 euros de moins, et un projet plus, Global, plus plus, plus, performant. enfin, non, c'est pas plus performant au point de vue Non? énergétique, mais qui était plus au goût de la majorité, on va dire, Ah, puisqu'on m'avait reproché dans le projet modeste de dire tu vas nous transformer en HLM. Donc, nous, on a un immeuble, voilà, entre guillemets, de standing, et donc on veut un projet à minima avec du vêtage, quelque chose d'un peu plus, qui oui. paraissait plus joli. Bon.
On c'est verra plus chacun tard chez nous. les photos avant-après, comme ça. Voilà. Donc, il y a eu une grosse discussion dans le conseil syndical, ce qui s'est traduit d'abord par une première AG qui a donc échoué, puisque les deux projets n'ont pas été partagés, n'ont pas réussi, et il n'y en a pas un qui a pris la majorité sur l'autre. Et donc, on a été obligé de retourner en conseil syndical, de proposer un dernier projet à l'Assemblée de novembre 2019. Vous voyez, tout ça, ça a duré un Voilà. moment. Et comment on a fait? C'est-à-dire, on a essayé de dire, ben, il faut trouver un projet qui coûte un peu plus cher, mais pas 700 000 ou 800 000 euros. Donc, on a coupé la poire en deux. À l'époque, on a dit, ben, tout ce qui n'est pas visible de la rue, on ne fera pas de vétage. Et oui, toutes ces D'accord. discussions, c'était assez formidable. Mais bon, il faut Voilà. avoir une bonne maîtrise d'œuvre, une bonne entreprise qui recalcule les coûts. Vous voyez, une fois que vous avez Voilà. choisi. Et donc, du coup, finalement, le projet de travaux, là, c'est celui auquel, enfin, Alors, celui le que j'ai projet de mis. travaux, c'est celui que vous avez et Voilà. qui donc fait un ravalement par l'extérieur, ça c'était obligatoire, des façades et des pignons. Alors, après, je vous dis, on a eu même un petit coup de peau. Bon, l'isolation des toitures terrasses, ça, c'est automatique. L'isolation des planchers bas, ça veut dire simplement c'est que l'immeuble avance un petit peu au-dessus des commerces, donc il y a une espèce de plancher bas, hein, pour équilibrer le réseau de chauffage, ça, évidemment. Quand on isole complètement un immeuble, ben, la ventilation mécanique est automatique. Et le syndic nous avait proposé aussi d'essayer le nouveau système de régulation prédictive qu'on va vous Voilà. présenter après, Voilà. EFICAP. Voilà. D'accord. Sur la base d'une chaudière, comme vous l'avez dit, qui était C'était déjà déjà installée. performante. Voilà. Voilà. Et donc, l'ensemble vous avez permis d'atteindre un joli niveau avec un niveau bâtiment de basse consommation et un gain énergétique de 46%. C'est ça, Voilà. hein? Et ça, c'est le niveau théorique, hein. Oui, oui, Alors, bien sûr. C'est toujours sur la base d'un audit énergétique. voilà. C'est Et puis, disons, en cours de chantier, donc on a réussi, on a changé un petit peu grâce à... Si vous avez un bon maître d'œuvre, que vous entendez bien avec tout le monde, avec le syndic, etc., on a fait beaucoup plus de vétage que ce qu'on avait prévu. Tout simplement, on a dit, ben, finalement, on trouve que nos garde-corps, ils sont assez costauds, tout ça. Si on les gardait, est-ce qu'en échange, vous voyez, on a fait un peu du Hmm, troc, on va dire, vous pourriez nous d'accord. faire du vétage beaucoup plus. Et voilà, donc ça a été le projet. Ça ne change rien au niveau énergétique, mais au niveau Voilà. vision, oui. Donc voilà, le montant des travaux, donc c'était environ 2,5 millions, sur lesquels on avait donc en aide collective 720 000 euros environ. Et on avait 7 à l'époque, hein, bon, Oui, revenus modestes ou très modestes. Et finalement, ça s'est terminé bon, par 5 dossiers réels d'accord. qui ont touché des aides individuelles. Donc, les aides locales et nationales, hein, nationales, donc c'est MaPrimeRénov', c'est ça, Alors, copropriété. on a eu, alors là, je veux dire, nous, on ne s'allie pas du tout. C'est pas nous. Ah, Oui, d'accord, d'accord. ça a été coupé en plusieurs, mais Hmm. c'est Solia qui s'est Oui, occupé de nous l'assistant. obtenir environ 30%. C'est ça, des aides. On n'a pas eu les aides directes de la ville de Paris euh, parce qu'on n'avait pas assez de copropriétaires modestes, très modestes. Par contre, pour les aides modestes, très modestes, la ville de Paris a participé, mais donc on a eu une aide copropriété fragile, bon, qui était des aides nationales au niveau de 720 000 euros. Et ça a Voilà. été, donc ça, c'est Solia qui s'en est occupé. Et, enfin, c'est pour pas l'oublier simplement, moi, j'ai poussé à ce qu'on fasse des prêts à taux zéro. Hmm. Et alors, je vous dirai après, ça, c'est le pied. Oui. Surtout, il Très faut bien. le faire. Oui, oui. Mais c'est bon, les prêts à taux zéro, voilà, ils sont plus faciles aujourd'hui et plus faciles d'accès Ah aussi. oui, puis, Et avec plus de financement. Voilà. et en plus, pour les personnes âgées, c'est le dernier qui a fait le dossier, il avait 85 ans. Oui, si vous allez à la Hmm. banque en disant j'ai 85 ans, est-ce que vous me prêtez sur 10 ans? Ça m'étonnerait D'accord. qu'on vous dise oui. Et là, Alors, avec le prêt collectif, c'est oui. alors, quelques visuels, hein, donc bah, c'est Voilà, enfin, avant, toujours bon. le visuel avant-après. Mhm. Donc c'est pas le même angle, mais on imagine bien. Donc effectivement, on n'a pas perdu au change, disons. Non. Enfin, en tout cas visuellement, hein, ce qui peut arriver des fois, mais voilà. Voilà, tout ça, Et, ça a été négocié entre le maître d'œuvre, nous. et là, ça s'est été livré quoi, 2022, c'est Oui, ça? oui, ben, ça a été terminé en septembre 2022. D'accord, voilà. Ok, très Ça bien. fait à peu près 18 mois à 2 ans de travaux. Voilà. Bon, Le plus long, ça a été de mettre tout le monde d'accord et de faire voter les gens à 70% pour le projet. Vous voyez, ça n'a pas été d'accord. une mince affaire.
Donc voilà, et puis bon, là ça c'est la chaufferie, ben, donc voilà, il va Alors, y la le chaufferie chaufferette. avait été faite. Bon, Ah, ça. voilà. Là, je vous ai mis le compteur sur lequel se branche Efficap pour regarder Ouais. combien on dépense en énergie. Voilà. Mais justement, ça va nous permettre de faire la transition, puis après, on pourra revenir après D'accord. la présentation de Monsieur Quelquejet sur ben, voilà, comment vous avez vécu et travaillé sur votre propre chaufferie, hein, puisqu'en Alors, partenariat avec Efficap. après, Oui, c'est comme vous voulez. Sinon, je peux dire, ce qui me semble intéressant, c'est dire quel a allez, bah été le alors allons-y. résultat. Voilà. Alors allons-y, comme ça sera Voilà. peut-être plus Oui, simple. Mais quitte à voilà. y revenir, D'accord. Donc, vous voyez, on est parti là, j'ai mis 1974. oui, En 2014, donc on avait 1974 mégawattheures, c'est-à-dire 2 millions de kilowattheures. Aujourd'hui, on tourne, vous voyez, à 1080, c'est-à-dire à 1,1 million de kilowattheures. oui. Donc, sur 10 ans, on a fait donc un gain quand même global eau chaude et chauffage de 45%. Là-dessus, le système prédictif, il apporte 12% du chauffage, hein. Et là, pardon, je m'excuse, mais là, il ne s'agit plus de théorique, hein, mais de gain Ça, c'est réel. la réalité. Voilà, c'est la Voilà. réalité. Non, mais c'est important. Voilà. Donc, et tous les jours, on s'en félicite maintenant, parce que le prix du gaz ayant pris un coup de chaud, heureusement qu'on a fait des travaux de rénovation, sinon, ça serait hors de Oui. prix, quoi. D'accord. Et là, donc en couleur, hein, on a en jaune, c'est la part de réchauffement, enfin l'eau chaude sanitaire. Et Voilà, puis c'est ça. en Et le bleu, chauffage. c'est le chauffage Alors, en lui-même. effectivement, on voit qu'on a beaucoup gagné sur le chauffage et sur le chaud sanitaire, il faut qu'on y travaille encore, Oui, avec EFICAP et tout. On n'a pas une performance oui. Mais ceci dit, après, suffisante. le besoin reste le même. Il y a toujours autant de personnes. Oui, oui, Voilà. oui. Donc c'est moins lié à l'enveloppe, hein. Du coup, moi, ça Oui. illustre bien que bah, travailler Voilà, sur l'enveloppe, voilà. ça permet de faire des gains Ouais. sur la partie de Oui, sur, chauffage. sur le chauffage, on a fait plus de 60% de gains, et sur l'eau chaude, pas grand-chose. Et donc, pour faire la transition avec ce qui va la phase d'après, hein, donc vous avez intégré dans votre scénario de travaux, donc un Oui, pilotage enfin, une éco-conduite de la chaufferie. Alors, absolument. on va passer donc à la présentation suivante. Monsieur Quelquejet, votre micro est coupé. Alors, Voilà, je le euh, réactive. Est-ce que vous m'entendez bien? là, on Oui, vous entend. Donc, vous allez présenter vous faites le partage vous-même? Oui, dès que j'y suis autorisé. Alors, Pour l'instant, je ne suis pas autorisé à oui, partager. oui, oui. Est-ce que Enzo, tu sais me. Comment je fais pour te départager là? Euh, Vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran pendant qu'un autre participant le partage. Je pense, Gérard, que c'est à toi de quitter le partage, peut-être. On t'entend plus, peut-être, le micro. Gérard? Ah, voilà. C'est bon. c'est bon? Oui. Alors, Est-ce parfait. que je suis à l'antenne? Oui. Ah, très bien. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Quelquejet. Je suis cofondateur de la startup Efficap Energy qui a été créée en 2017. Je suis en fait aussi président du conseil syndical du Méridien de Paris, un gros immeuble de 500 logements organisé en 7 bâtiments et en forme de Y, si on regarde la vue du ciel, avec 2 réseaux de chauffage, un nord, un sud. Et je suis ingénieur automaticien de formation, tout ce qui était régulation de processus et autres. Et en 2012, j'ai été très surpris de constater que en chaufferie, on n'avait aucune indication sur la température de l'immeuble. Et donc, comme on devait avoir une température, mettons, de 21 degrés dans l'immeuble et que le chauffagiste n'avait pas les moyens de réguler cette température, je me suis attaqué au problème, ce qui a donné lieu, en fait, à l'arrivée d'Efficap en 2017 avec une plateforme technologique qui permet aux copropriétés de maîtriser leur chauffage collectif. Maîtriser, ça veut dire choisir la température dans les appartements qu'ils souhaitent, dans les bâtiments en tout cas, et optimiser la régulation pour tenir compte des variations à venir de la météo. Depuis, alors, j'ai juste un écran, voilà. Donc, je vais vous parler du contexte d'Efficap.
C'est celui-là le contexte. C'est-à-dire que le chauffage se gère de façon habituelle. On passe toute la saison de chauffe sans aucun moyen de savoir ce qui se passe vraiment. Et on découvre la facture en assemblée générale 6 mois après la saison de chauffe, ce qui est trop tard pour réagir parce que ce qui a été brûlé ou gaspillé est gaspillé. Donc les gens disent aussi, on nous oblige à isoler, machin, donc on dépense des dizaines de milliers d'euros par logement, 20, 30 000, 40 000 euros. Et à la fin, on nous demande de nous mettre à 19, et donc on paye des sommes folles pour avoir des températures qui baissent. C'est le monde à l'envers. Alors, attendez, je ne suis pas sur la bonne présentation. Il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Donc, la facture est découverte 6 mois après l'AG. Et en fait, le problème de fond, c'est que comme on ne connaît pas la température des bâtiments, comme on ne connaît pas, personne n'a les boutons, j'allais dire, pour régler cette température en chaufferie, pas même l'exploitant qui ne la connaît pas, que chaque site a des problèmes hydrauliques spécifiques et autres. Jusqu'à présent, tant qu'il n'y a pas d'indicateur clé, ben, les chauffagistes ont l'habitude de surchauffer, puis ils disent au moins, s'ils ont trop chaud, ils ouvriront les fenêtres, et ça a fonctionné comme ça pendant des décennies. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus se permettre ça. L'énergie coûte de plus en plus cher. On peut mettre de moins en moins de carbone dans l'atmosphère. Et donc, on est capable, si on maîtrise sa chaufferie et son chauffage, à la température qu'on souhaite, d'économiser 10, 20, 30, 50%, voire plus. Donc, Efficap, c'est 12 000 logements équipés, c'est plus de 12 000 logements équipés. On fait entre 12 et 20% d'économie d'énergie en récurrent grâce à une meilleure gestion sur l'Île-de-France. On dépasse les 20-25 en région toulousaine, ça dépend aussi de la météo hein, qu'on a dans ces régions. Ça s'installe en une journée et le retour sur investissement est en moyenne de l'ordre de 9 mois en fonction de la taille de l'immeuble. Plus l'immeuble est gros, plus ça coûte pas cher et voire ça coûte rien du tout. Parce que c'est subventionné par les C2E, aujourd'hui à hauteur d'environ 40-45 euros par logement. Voilà. On est recommandé par des syndics, des bureaux d'études. On a gagné 2 prix au lauréat Coach CoPro en 2019, prix du public. Et puis, on en a regagné avec Gérard Marossero et la copropriété Le Jour d'Arcueil, un prix de l'éco-rénovation en 2023. D'ailleurs, l'APC maintenant promeut effectivement la régulation prédictive. Alors, comment ça marche? On mesure, en fait, le principe, c'est ce qui se mesure s'améliore. Donc, si on sait mesurer la température du bâtiment de façon objective, avec des sondes dans les logements, la technologie permet de faire ça maintenant, donc on équipe à peu près 20% des logements avec des sondes de température et d'hygrométrie, donc ça ressemble à ça, une sonde. Il n'y a pas d'écran dessus pour éviter que les gens les piquent et les emmènent dans leur cave à vin ou leur résidence secondaire, donc là, ils peuvent rien faire de la sonde. On la met sur le mur du fond, loin du radiateur et de la fenêtre, dans le séjour, et on l'oublie pendant des années. La sonde émet 1 seconde par jour maximum, elle n'a pas le droit d'émettre plus, et donc en fait, on lui fait émettre 24 fois par jour, donc 1 fois par heure, 3 mesures de température. Donc à la fin de la semaine, on a des milliers de mesures, et avec ça, on va pouvoir travailler. On relève les températures en temps réel des consommations d'énergie. Alors, quand je dis temps réel, on relève en temps réel, c'est à la journée. Tous les jours, on relève la consommation d'énergie et on identifie les éventuels dysfonctionnements de la régulation. Est-ce que l'automate suit bien les consignes qu'on lui donne? Parfois, il y a des réglages d'usine qui font qu'en réalité, il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, etc. Donc, on mesure. Après, une fois qu'on a les mesures, on est capable d'agir. Au niveau des sondes, c'est tout bête, mais la sonde de température extérieure est-elle ou non bien placée sur l'immeuble? Est-ce qu'elle reflète la météo ou pas? Il y a 95% des sondes de température extérieure sont mal placées, donc il y a des défauts patents qui font qu'on surchauffe, on sous-chauffe, on surchauffe selon les moments de la journée. Donc on vérifie qu'elle reflète la météo, on règle à distance la loi de chauffe pour coller à la demande de la copropriété, et on préconise
on voit les défauts, les déséquilibres de température entre les bâtiments, entre les appartements. Donc, on est capable de, du coup, caractériser un déséquilibrage et un déséquilibre et de proposer des rééquilibrages partiels, totaux, des embouages, en connaissance de cause, en fait. Ensuite, le dernier volet, c'est qu'on anticipe sur ce qui va arriver pour économiser. Donc, on anticipe d'une part sur le pilotage du chauffage en fonction des prévisions météo. L'énergie, en fait, c'est un petit peu comme la pluie. La météo va nous apporter de la pluie. Si on le sait, quand on a besoin d'arroser son potager et que le coûte cher, on va mettre juste ce qu'il faut pour maintenir l'humidité requise pour que les plantes poussent. On sait très bien que la pluie va porter le reste. L'énergie atmosphérique, c'est la même chose. Quand l'air remonte, on passe de la nuit, il fait 6 degrés, le jour, il fait 14. Cette vague d'énergie qui arrive, si on sait l'anticiper, on peut limiter un petit peu la consommation de la nuit. De même, s'il va y avoir, aujourd'hui, il y a peut-être, je sais pas, 700 watts, 800 watts de soleil sur Paris, tout ce qui est immeuble qui va profiter du soleil, on va pouvoir lever le pied. Parfois, depuis hier, 22h30, on va commencer à réduire de quelques dixièmes de degrés, puis de plus en plus, l'énergie qu'on envoie dans le bâtiment pendant la nuit, parce qu'on sait très bien que le soleil va prendre le relais. Et si on fait ça juste quand il faut, on ne sentira rien dans les logements. Et le système d'anticipation prédictif n'agit pas sur la température du bâtiment. Vous restez maître de votre température, que vous soyez chauffé à 21, à 20, à 19, peu importe. Le pourcentage d'économie qui va être amené par le prédictif est le même. Donc vous êtes totalement libre de vos choix de confort. On va aussi remonter des alertes sur des dérives. Par exemple, s'il y a une sonde de température extérieure qui prend l'humidité les jours de pluie par vent du nord, on a déjà vu des sondes qui passent par exemple de 14 à 6 degrés. Et le chauffagiste n'est pas là. Donc pendant 3 jours, l'immeuble va être chauffé comme s'il faisait 6 degrés. Après, ça sèche, il ne pleut plus. Quand le chauffagiste vient, les gens lui disent on a eu super chaud, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne voit rien. Quand on est capable, nous, on a les remontées toutes les 2 minutes dans la chaufferie des anomalies. On voit que la sonde, tout d'un coup, se met à plus suivre la météo. On est capable tout de suite d'agir, ce qui va éviter énormément d'énergie gâchée à chaque fois qu'il pleut et qu'il y a du vent du nord. Donc, on anticipe aussi une surconsommation qui va se reproduire et qui va être une catastrophe. On anticipe aussi, par exemple, l'été, quand on avait une résidence dans la vallée de Chevreuse avec 9 tours, 9 bâtiments. Et sur 2 des bâtiments, on a vu que quand le chauffagiste a tout coupé pour se mettre en régime d'été, ça continuait à chauffer. C'est par les planchers. En fait, les vannes étaient fuyardes. Donc, le chauffagiste pensait avoir coupé les vannes, mais en réalité, les pompes de l'énergie, les pompes de l'eau chaude sanitaire arrivaient à pousser l'eau chaude sanitaire dans les planchers, ce qui faisait remonter les températures de ces bâtiments-là. Comme il faisait déjà chaud, on ne s'en rendait pas compte. En fait, on continue à avoir une consommation sur 2 bâtiments parmi les 9. Et là, on a évité une énorme dérive de consommation qui existait depuis des années, en fait, sur cette résidence, qui a tout de suite vu chuter. Voilà. Donc, tout ce qui est défaut, anomalie, on les voit et on peut les traiter très vite. Là, je vous ai tout dit. Maintenant, je vais un petit peu vous montrer la technique, comment ça marche. Donc, vous avez un immeuble. Est-ce qu'on voit ma souris ou pas? Il n'y a pas de réponse. Donc, on a un immeuble. On la voit, pardon. D'accord. Merci. Donc, on a un immeuble simplifié ici sur la gauche. On met des sondes de température intérieure comme celle que j'ai dans la main. Dans les séjours, on pixelise la façade. Par exemple, on va mettre une en haut, une au milieu, une en bas. Et on fait des verticales comme ça, pour à peu près 20% des logements. Ces sondes vont envoyer donc par radio leurs mesures à notre centre de calcul. Et on va pouvoir les analyser avec le chauffagiste, avec le bureau d'études, avec notre service de pilotage quotidien, pour vérifier qui est ou pas à la bonne température et calculer une température de bâtiment. Cette température de bâtiment, on va pouvoir du coup la confronter aux réglages réels qui sont dans la chaufferie et ajuster les paramètres de la chaufferie. Alors, la chaufferie, ce n'est pas juste un bouton avec 20, 21, 22 degrés, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est ce qu'on appelle les lois de chauffe. Il faut définir la température d'eau qu'il doit y avoir pour une température extérieure donnée, donc c'est un tout petit peu technique. Mais on va régler du coup cette température avec le chauffagiste en connaissance de cause. Et si vous voulez 18, vous aurez 18. Si vous voulez 19, vous aurez 19. Si vous voulez 20,5, vous aurez 20,5. Voilà. Pas partout.
vous allez avoir 20,5 sur les sondes des appartements qui fonctionnent avec le chauffage. S'il y a de l'air dans vos tuyaux, que vous n'avez pas de chauffage, vous aurez moins que 20,5. Dans ce cas-là, on garde votre sonde et on la met dans un paquet des sondes trop froides, qui nécessiteront une intervention locale. De même, les sondes trop chaudes, qui surchauffent, voire des gens qui ont des radiateurs d'appoint, des choses comme ça ne répond pas qu'au chauffage collectif. Et si on a une sonde, mettons que vous vouliez avoir 20, si on a une qui est à 23, une autre qui est à 17, si on les garde dans la moyenne, on ne va pas voir les différences. Parce que 23 plus 17, ça fait 20 de moyenne. En revanche, si on isole les sondes qui sont, on va dire, entre 19 et 22 pour régler l'immeuble, et que les sondes qui sont toujours trop chaudes et toujours trop froides, on en fait 2 paquets séparés, on va pouvoir travailler sur le fait de faire converger ces appartements petit à petit, au fur et à mesure des interventions, vers la température globale de l'immeuble. C'est ce qu'on a fait avec Gérard Marocero. Il a, vous l'avez vu, 2 bâtiments en L. Il y avait des grosses disparités entre les 2 bâtiments, parce que la longueur des tuyaux par rapport à la chaufferie, etc., fait que ça ne chauffait pas pareil. Il y a ceux qui sont au sud, il y a ceux qui sont au nord, etc. Et grâce aux sondes, on a mis quelques mois, en fait, à faire rentrer petit à petit les choses dans l'ordre. En plus, un des bâtiments avait son isolation thermique par l'extérieur, pas l'autre. Donc avec le système, on peut aussi, dans la mesure du possible, adapter en fait le chauffage à l'isolation thermique existante ou qui va arriver. Enfin, on achète les prévisions météo au-dessus de l'immeuble, donc zone Paris, Paris Sud, Paris Ouest, machin, de façon assez différenciée. On prévoit du coup les variations d'énergie qui vont arriver sur l'immeuble, parce qu'on considère que la sonde extérieure de l'immeuble n'est pas fiable. Et surtout, elle n'est pas capable d'avoir une prévision. Une sonde, c'est juste une résistance qui varie en fonction de la température. Et à partir des calculs de prévision météo, donc on va dire la variation de vitesse de la vague d'énergie météo, à partir de l'inertie de l'immeuble, on aura mesuré en chaufferie, parce qu'on fait des tests de réponse inertielle, c'est automatique. Et à partir de la capacité de l'installation de chauffage à chauffer plus ou moins vite, si je mets les gaz à fond ou si j'arrête tout, en combien de temps ça se réchauffe ou ça se refroidit, si c'est du plancher chauffant, si c'est du radiateur, ces 3 systèmes inertiels, quand on met ça dans des équations calculées par des ordinateurs, arrivent à nous donner une correction qu'on doit avoir par rapport à la loi de chauffe. Et c'est cette correction qu'on envoie toutes les 15 minutes au régulateur pour lui dire, là tu lèves un peu le pied, là tu accélères un peu, tout en gardant la température de confort. Si vous vouliez 20, vous devez garder votre 20. Donc la régulation prédictive se fait de façon invisible, insensible dans les logements. Et là, sur une météo parisienne, on va gagner entre 12 et 22% selon les années. Sur mon immeuble, qui est des années 70, qui n'a pas encore une isolation thermique poussée, comme chez Gérard, on fait en moyenne, sur les 7 dernières années, 17% d'économie. Voilà. C'est ce que les modèles de calcul des bureaux qui nous ont évalués ont donné aussi sur le plan théorique. Donc, voilà. Donc, si je résume, mesurer les températures dans les logements, piloter le réglage des températures et anticiper les prévisions météo, ce sont les 3 façons qu'on utilise simultanément pour maîtriser ces données. Alors, il y a bien évidemment des tableaux de bord avec des tas d'indicateurs. Vous pourrez, si ça vous intéresse, le contacter. On peut voir par exemple où en est le budget en ce moment par rapport à l'année dernière. Donc on a sur notre tableau de bord de pilotage, on suit la température extérieure, est-ce qu'elle est bien corrélée avec la météo. On suit, c'est comme sur une voiture, les kilomètres parcourus, donc en gros les DJU, le niveau de froid où on en est depuis le début de la saison de chauffe. Les températures des bâtiments, on suit la consommation d'énergie, donc les litres d'essence qu'on consomme. On suit aussi les mégawattheures par DGU, c'est-à-dire les litres au 100. Est-ce que je suis un conducteur sobre? Je peux faire un trajet Paris-Lyon. Si je conduis de façon sobre, je vais arriver à l'heure, je garde la vitesse, mais je vais conduire d'une façon en éco-conduite. Je peux économiser 10, 20, 30% par rapport à un mauvais conducteur qui va mettre les gaz, freiner, etc. Donc c'est là où on fait la différence. Quand on en est là, quand on a son tableau de bord sous les yeux, c'est hyper simple. Le chauffagiste l'a sous les yeux. 1 ou 2 membres du conseil syndical qui s'intéressent au chauffage l'ont sous les yeux. Le bureau d'études l'a sous les yeux. On a toute l'instrumentation de bord
pour suivre les dérives, réagir s'il y a des alertes, et surtout ce pilotage temps réel à 15 minutes qui nous fait des économies garanties, quelle que soit la température choisie. Alors, ça s'installe en gros en une journée dans la chaufferie. Déployer des sondes, ça prend, on va dire, 1 à 2, voire 3 semaines sur les gros immeubles. On a les résultats tout de suite. C'est préconisé, vous le verrez sur le site de l'APC, dès le début d'un chantier d'isolation thermique des bâtiments. On peut même installer les sondes avant de commencer les gros travaux. Ça donne déjà une idée des désordres, on va dire, qu'il y a et des corrections qu'il faut faire le plus vite possible. Et la solution coûte moins cher que ce qu'elle vous rapporte. Donc en fait, c'est un placement qui rapporte. Sur mon immeuble, je paye à peu près 15 000 € par an. J'ai 2 millions d'euros de charges de fonctionnement et ça me rapporte 80-90 000 € d'économie sur l'énergie par rapport à avant. Donc ça m'autofinance mon fonds Allure. Voilà, ça c'est pour mon immeuble. Le principe aussi, c'est que surtout les gens aient le confort auquel ils souhaitent être chauffés. Donc les deux prix, voilà mon immeuble, vous le voyez ici, c'est un triangle. Hein, là, il est 8h30 le matin, c'est une photo aérienne. La face est reçoit le soleil, la face ouest, machin, nord, pas tout à fait. Ça, c'est l'immeuble de Gérard Jourdan-Arcueil, vous voyez les deux bâtiments, angle droit. Ça, c'est des exemples aussi. Là, ils ont fait 18 millions de travaux sur cette copropriété. Là, il y a du bailleur. Là, il y a une copropriété. Au milieu, il y a une galerie commerciale. Là, c'est un immeuble, un petit immeuble de 46 logements à Boulogne-Billancourt. Ils sont passés de 80 000 € de dépenses de chauffage à 36 000 en 2 semaines. En fait, on a trouvé les bons réglages et avec la conduite prédictive. Ils sont nord-sud, c'est du plancher. Voilà. Il y a des grandes barres comme ça qu'on a en banlieue parisienne. Il y a des quartiers entiers, ça c'est à Boulogne-Billancourt, 1200 logements. Il doit y avoir 18 sous-stations. Eux, ils ont fait entre 35 et 40% d'économie dès la première année sur une facture qui dépasse le million d'euros. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Jean-Baptiste Quelquejet. Notre président et associé, c'est Hugo Corbillet, un jeune, hein, qui a 30 ans. Voilà ses coordonnées. Vous les aurez avec les slides. Si vous voulez voir précisément l'application, comment ça fonctionne, voir ça installé sur une chaufferie, vous êtes les bienvenus. Les résultats sont assez spectaculaires. On pourra vous montrer. Moi, mon immeuble, par exemple, est géré. Attendez, je voudrais arrêter ça. Mon immeuble est géré entre le nord et le sud. J'ai 9 centièmes d'écart sur la dernière saison de chauffe. Je sais pas si, alors si vous ne me croyez pas, je vous le montrerai. Sur l'immeuble, là, le petit immeuble de 40 logements, ils nous ont demandé de tenir une cible de 21,25 degrés sur l'année. On a fait 21,12, donc c'est pas mal. C'est du plancher. Donc je vous montrerai les performances, c'est bluffant. En revanche, avoir un tableau de bord, c'est bien. Après, il faut savoir si on veut agir pour corriger. Et c'est là où ce qu'on a mis avec Gérard notamment, ça a été efficace, c'est-à-dire qu'avec l'architecte, les bureaux d'études, les membres du conseil syndical, le chauffagiste et nous, on partageait les mêmes informations. Et donc c'est très simple. À partir du moment où on partage, on est capable de décider en fait des actions. Vous voulez plus chaud, vous voulez moins chaud, il y a des problèmes dans tel bâtiment, qui s'en occupe, etc. Et on est capable de suivre l'effet de ces actions. Si le chauffagiste vous dit j'ai enfin résolu les problèmes de tel escalier ou tel machin, on voit que les sondes remontent, du coup elles rejoignent les sondes de la moyenne. Et on commence par les plus gros désordres, les gens qui ont par exemple le plus froid et le plus chaud. On réduit ça, et du coup petit à petit, on peut mieux affiner le réglage de l'immeuble. En résumé, piloter, maîtriser et piloter avec de la haute technologie, mais pour des gens qui n'y connaissent rien, c'est possible. Le chauffagiste reste votre interlocuteur pour s'occuper du chauffage. Et nous, on est un petit peu comme par rapport à un conducteur de voiture ou un chauffeur de taxi. On apporte la tablette qui va permettre de voir à la fois les défauts de la voiture, s'il y en a, les défauts de fonctionnement du moteur, mais aussi on va vous prévoir le trafic, on va vous donner les bons itinéraires
pour être réglé au mieux par rapport à la météo qui se présente sur l'immeuble. Une fois que vous avez remplacé la carte Michelin par Waze ou Google Maps, c'est très difficile d'abandonner l'outil parce que vous allez optimiser tous vos trajets. On est l'équivalent pour la copropriété de ce que la tablette avec Waze ou Maps apporte au conducteur en fait de l'installation. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je suis maintenant disponible pour les questions-réponses. On a jusqu'à quelle heure, Eric? 16 heures max. D'accord. Voilà. Peut-être que M. Marocero peut nous faire un commentaire sur sa vision du pilotage dans ça. Alors, avec votre micro ouvert. OK. Oui, Voilà. alors, d'abord, j'aurais voulu vous dire déjà, le projet rénovation, les résultats sont fantastiques en termes d'économie d'énergie, comme on l'a vu. Mais par exemple, moi, je n'ai pas chauffé ce mois-ci. Tous les radiateurs coupés, je me lève le matin et j'ai au moins 20 degrés chez moi, vous voyez. Donc, je veux dire, c'est spectaculaire l'hiver. Il y a des gens, boulevard Jourdan, par exemple, un grand appartement qui n'a jamais chauffé. Il paye donc un coût de chauffage vraiment minime, juste la partie collective. Ça, on pourra en parler. Puis donc déjà, ce que je trouve formidable, c'est que le matin, effectivement, on se lève et même si j'ai pas chauffé, finalement, je tourne toujours à 20 degrés. Voilà. Alors, c'est un peu, c'est déjà ça qui est important. Ensuite, effectivement, le système prédictif, il nous apporte un tableau de bord. D'ailleurs, on peut dire exactement ce que on a vu hier soir. J'ai une dame qui m'a téléphoné en disant, je ne comprends pas, mon appartement, je suis parti 8 jours, j'arrive pas à le réchauffer, etc. Et donc, effectivement, elle bénéficie, elle, d'une sonde, par exemple. Oui, c'est très pratique. Je lui dis, mais non, mais chez toi, voilà, effectivement, c'est vrai que bon, ton appartement, il a du mal à remonter en température. Donc, je me suis rapproché de Jean-Baptiste qui me dit, oui, mais effectivement, il m'a expliqué, il peut vous l'expliquer mieux que moi. Et du coup, je lui ai dit, bon, ben, on donne un petit coup de pouce cette nuit pour que le bâtiment qui s'était trop refroidi, et qui n'avait pas le temps de remonter en température, remonte jusqu'à 20,5 degrés, en moyenne, hein, je parle. Donc voilà. Donc là, le système prédictif, ça nous a permis de définir une politique aussi de chauffage, parce qu'effectivement, avant d'avoir ce système-là, ben, on était souvent trop chauffé, il faut le dire. Et donc, du coup, on a décidé à nager qu'on se satisferait d'une température entre 20 et 21 degrés. Alors 19, c'est un vieil bâtiment, tout le monde n'a pas des... Alors il me reste encore, on va dire, 5 à 10% de simple vitrage, hein, mais ça c'est autre chose. Mais... Donc on a dit, nous, on veut entre 20 et 21 degrés, c'est ce que nous visons par rapport à une température qui était hein, nettement supérieure avant. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors ensuite, donc, quand j'ai pardon, un résident qui trouve qu'il a froid, ben, j'ai 2 sondes en fait en plus. Je peux lui mettre chez lui et vérifier. Je dis, vous me le gardez une semaine et je vous dirai où ça en est. C'est-à-dire que je peux voir si on avait des problèmes au démarrage entre une sonde, mettons, que le gars achète dans le commerce, il le met, il me dit, ah ben non, moi j'ai que 20 degrés. Moi, je lui mets la sonde déficable. Je dis, ben, en moyenne, cette semaine-là, voilà, tu as eu, mettons, 21 degrés. Donc, on est on est dans la moyenne qu'on doit collectivement. Donc, c'est bon. Oui, ça permet de définir vraiment une politique de chauffage. Ensuite, par exemple, on a vu que la température de départ de l'eau chaude aussi, donc vous avez vraiment un tableau de bord, quoi, était trop chaude. Donc, on dit aux chauffagistes, oh, d'accord, vous ne voulez pas prendre de risques, mais du coup, on consomme trop, etc. Pareil pour la chaudière. Elle était, comme a expliqué Jean-Baptiste, quoi, le chauffagiste l'avait mise à 75 degrés, je crois, au départ. Température d'eau, 65 suffisait, etc. Oui, donc tout ça, ça sert à, effectivement, c'est le côté pratique. Enfin, moi, en plus, c'est parce que je travaillais avant dans une entreprise d'énergie, hein, disons. Donc ça m'intéresse, mais ça permet vraiment de regarder tout ça et d'approfondir comment je vais faire des économies sur l'eau, ou des choses comme ça. Hop. Alors, bah, merci beaucoup. On va De pouvoir rien. passer aux questions-réponses. Mhm. Alors, donc il y a une question.
par rapport au projet, en l'occurrence rue d'Arcueil, Oui. la chaufferie n'est-elle pas surpuissante par rapport à l'isolation récente? Donc là, on parle Alors, du fait que ça a effectivement, été fait avant c'est le vrai. changement de Ah oui, mais chaufferie. ça on ne pouvait pas le décider avant. On Tout avait à des fait. chaudières, il y avait des chaudières en panne, etc. Alors, la question est évidemment pertinente. J'avais deux chaudières, j'en ai supprimé une. Du coup, je suis à nouveau, enfin, au point de vue de la chaufferie. Donc, on avait deux chaudières de 575. On en a enlevé une carrément. Enfin, on ne l'a pas enlevée, hein, on l'a débridée. On a enlevé les connexions. Et on va se servir des pièces de cette chaufferie, de la chaudière, pour éventuellement réparer l'autre. Donc on n'a plus qu'une, effectivement, c'est vrai. Alors j'ai le même problème justement dans les radiateurs aussi. Tous les radiateurs, ils sont surdimensionnés. C'est vrai. Alors c'est pourquoi, enfin bon, je ne sais pas, j'avais fait un truc, je me suis amusé effectivement grâce à Efficap, là. Je ne sais pas si vous avez le dernier transparent où je montrais justement qu'il y avait des gens qui se chauffaient plus que d'autres. Alors, je ne sais pas si vous avez le dernier où on voit il y a un écart. Il y a un monsieur Eric est en qui. train de regarder. Oui, d'accord, c'est le dernier. Mais fait bon. En gros, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un robinet thermostatique qu'on règle en mettant le numéro 3 et voire moins. Mais si vous laissez à fond tous les radiateurs, comme ils sont, enfin, je l'analyse comme ça, comme ils sont surdimensionnés, vous finissez par avoir chaud chez vous. En plus, si votre appartement, évidemment, il est bien orienté au soleil, etc., hein. C'est le cas d'un grand appartement. C'est-à-dire, le monsieur chauffe à fond et effectivement, il bénéficie aussi du soleil. Du coup, il a une température moyenne qui est quand même assez élevée. Et, c'est-à-dire, on voit qu'il y a un appartement, c'est des tantièmes, par exemple. Ici, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais bon, il fait 25 000 kWh, ce monsieur, alors qu'un autre va faire, vous voyez, le moins 10 ans, pour des grands appartements, il fait que 13 000. Mais ça varie beaucoup. Donc vous avez des gens qui, pour des appartements, voilà, consomment du simple au double. Par exemple, il y a des gens en télétravail qui veulent avoir chaud, donc ils mettent les Mm. robinets à fond, etc. Bon, ils ont peut-être aussi, c'est vrai, le soleil qui rentre plus dans l'appartement, je ne sais pas exactement, on peut pas. Mais du coup, on a quand même aussi une possibilité. C'est ce que je disais, moi, je n'allume pratiquement jamais le chauffage. Bon, j'ai quand même une température correcte. Mais je suis plus entre 20 degrés, vous voyez que. Donc, c'est aussi, effectivement, c'est vrai, on est surdimensionné, mais bon, donc, du coup, nous, on a enlevé une chaudière. Oui, là, vous ne pouviez pas anticiper, enfin, vous étiez Non, obligé de changer la chaudière, donc voilà, vous parce qu'elle l'avez changée. voilà, elle Dans tombait souvent en l'idéal, panne. c'est effectivement de faire d'abord l'isolation. Voilà, Ah oui, faire d'abord l'isolation, ensuite d'adapter la puissance de la chaufferie après les travaux. Mais c'est vrai. effectivement, quand ça arrive de devoir faire des gros travaux de chaufferie avant de faire les travaux d'isolation, dans ce cas, ce que vous dites, c'est que vous êtes adapté On s'est après adapté. travaux. Mhm. Très bien. Alors, il y a des questions sur l'installation de ce type de chauffage dans un immeuble haussmannien. Alors, monsieur Je sais pas. Quelquevis, je vois que vous avez commencé à répondre. Euh, il y avait une question, est-ce que sur le principe c'est possible et quelles sont les conditions? J'ai vu également une question sur est-ce que vous aviez une taille minimum, nombre de logements, puissance, pour Oui. utiliser ce système. En fait, je suis en train de répondre en parallèle à toutes ces questions sur le fil. Donc, je ne sais pas comment ça figure sur l'affichage des gens qui nous écoutent et qui nous lisent. Euh, oui, on peut le mettre. En fait, on peut mettre la régulation prédictive sur tout type d'immeuble et de chaufferie, même sur une maison individuelle. Mais après, c'est un peu un marteau pilon pour écraser une mouche. C'est-à-dire que si c'est trop petit, en fait, ça dépend de votre dépense d'énergie. Parce que s'acheter la technologie, faire fonctionner la technologie, il y a du réseau, enfin, il y a de l'informatique, il y a des gens derrière. Toute cette instrumentation, si c'est juste un petit immeuble qui a 20 000 euros de chauffage par an, ça ne vaut pas le coup. Quand vous commencez à avoir 100 000, 150 000 euros de budget, c'est très intéressant. Si vous avez, nous au Méridien, on avait 500 000 euros de budget à l'époque, c'était indispensable. En plus, si vous avez la fiche C2E BRTH 123 qui est éligible sur votre immeuble,
et elle est liée à la technologie, c'est-à-dire que le type de régulateur qu'on installe permet d'obtenir des subventions. Il y a 2 ans, c'était de l'ordre de 100 € par appartement. Là, on est plutôt entre 40 et 45 € par appartement. Avec 200 lots, 250 lots, ça paye tout. Les régulateurs, les sondes, etc. Donc, plus l'appartement est gros, plus, pardon, il y a de lots, plus il y a de nombre d'appartements, plus l'installation est jusqu'à gratuite, voire ça paye même les sondes. Alors, sur l'haussmannien, on a très peu d'exemples. Le cœur de cible, c'est les années 60-70, avec, on va dire, plus de 100 lots. Voilà. Et après, ça va jusqu'à 1200 lots. Sur l'haussmannien, il y a souvent des régulations vapeur, trains de vapeur, etc., qui sont très consommatrices. Donc, il faut vraiment travailler sur la production, changer les chaudières fioul, ces trucs-là. On ne va pas économiser grand-chose sur la régulation parce que la consommation se fait au niveau de la chaufferie. Donc, le gros problème, il n'est pas sur le prédictif, il est sur la production d'énergie. Je trouve que le ratio est... Enfin, je vous réponds vraiment en copropriétaire, hein, c'est pas super intéressant. En revanche, quand vous avez... Enfin, on peut vous donner un avis à partir de la facture d'énergie. Voilà. Vous nous envoyez, enfin, vous demandez qu'on vous analyse vos consommations d'énergie sur 3 ans, parce que les saisons font que à partir de 3 ans, on est capable de tirer des statistiques. On vous dira si c'est intéressant ou pas. On a aussi un gros problème avec les contrats P1, c'est que les chauffagistes qui vendent le gaz n'ont pas envie qu'on vienne perturber leur façon de gérer les consommations quand ils ont des contrats de performance avec l'objectif. Donc dans ces cas-là, la façon de travailler avec eux est soit on ne peut pas, c'est contractuel, ils ne veulent pas, soit il faut profiter d'un changement de contrat pour insérer la clause. C'est un deuxième écueil, donc il n'est que contractuel. Et quand vous renouvelez le contrat, vous demandez à bénéficier de la régulation prédictive et c'est inséré dans les règles économiques du contrat existant. Voilà. Donc le frein du contrat P1 est réel. On travaille sur certains contrats P1 avec des chauffagistes en bonne intelligence, mais en général, c'est toujours inséré au moment d'un renouvellement. Ok, donc là, vous nous avez bien précisé les quelques contraintes. Donc, il y a eu des questions sur le coût de mise en place et de la maintenance. Je ne sais pas si Alors vous avez là, des réponses oui, dans les c'est grandes lignes. grande maille. Pour un immeuble de 100 lots, c'est un ordre de grandeur, hein, ce que je vous donne, avec une chaufferie centrale et disons un ou deux départs, un régulateur nord, un régulateur sud, mettons. À grosse maille, il y a environ 5 000 € de régulation et 5 000 € de sonde. Donc ça fait 10 000 €. Si la régulation est éligible à la fiche BRTH 123, donc si cette fiche a été utilisée juste avant, enfin, si la régulation est toute neuve, on n'a pas le droit de l'utiliser 2 fois. Si la fiche a déjà été appelée une fois, la fiche BRTH va couvrir en gros 5 000 €. Donc le reste à charge est de 5 000 €. 5 000 €, s'il y a 100 copropriétaires et qu'il y a 100 000 € de facture d'énergie, si on économise, allez, on est mauvais, on va faire allez, 10% d'économie d'énergie. On va gagner 10 000 € la première année sur l'énergie et on va dépenser 5 000. Donc, vous avez déjà gagné 5 000 €. Voilà. Ça vous donne une idée du chiffrage. S'il y a 200 lots, 300 lots, l'installation coûte 0 et le remboursement, l'économie de 10 à 20% d'énergie selon la météo, elle tombe tout de suite. Donc, quand vous avez 1 million d'euros de vapeur, vous allez gagner 200 000, 250 000 € dès la première année sans avoir rien dépensé à l'installation. Voilà. Je vous donne la fourchette et ça vous donne une idée des gains possibles. Plus il y a de Donc, oui. sous-stations, alors par contre, oui, si vous avez 1000 lots, mais avec 10 sous-stations de 100 lots, donc on va dire 1000 lots avec 10 immeubles de 100 lots, vous allez, par immeuble de 100 lots, il faut prévoir 5 000 € d'automates à chaque fois.
Et donc, c'est ce qui vient un petit peu diminuer, j'allais dire, le retour sur investissement. Plus vous avez de circuits régulés, plus il faut dépenser en automate. Mais ça reste quand même super intéressant dans tous les cas. Donc c'est un dispositif plutôt adapté aux grosses copropriétés, enfin en tout cas à partir de Moyenne, 100 grosse lots. et supra-grosse. Voilà. À partir de 100 lots, la plupart du temps, la rentabilité est dans l'année. Voilà. Ok. Et il y avait une question, est-ce que c'est pertinent quand il y a juste l'eau chaude qui est collective? Après là, ça a l'air d'être un tout petit immeuble, mais est-ce que si il y a que Alors, l'eau chaude, c'est pertinent ce type de système ou pas du tout? aucun intérêt, parce qu'on agit Ouais. sur le chauffage collectif, pas sur le chaud. Par contre, si vous avez le chauffage et l'eau chaude dans votre chaufferie, j'ai répondu à une question là tout à l'heure, écrite. Oui, c'est très intéressant de découpler la production d'eau chaude sanitaire de la production du chauffage, parce qu'en fait, pour faire du chauffage, il faut des gros moyens. Donc, la rentabilité de la grosse chaudière ou des gros échangeurs l'été, pour faire un peu d'eau chaude, elle n'est pas bonne. Moi, quand j'ai séparé les deux, en fait, sur mon immeuble, le prédictif, en 3 ans, m'a rapporté 250 000 euros d'économie. Et j'ai fait 175 000 euros de travaux pour améliorer ma cascade d'échangeurs et séparer mon eau chaude sanitaire. Et en travaillant sur la récupération de chaleur, j'ai encore gagné 12% sur l'eau chaude sanitaire. Donc oui, c'est très intéressant d'avoir l'eau chaude sanitaire et le chauffage séparé quand on peut se le permettre. Après, attention, si le circuit d'eau chaude sanitaire est en production instantanée, donc sans ballon de stockage, rien, ce qu'on peut avoir avec des puissances relativement importantes installées et qu'on a par le réseau CPCU, c'est génial parce que vous pouvez baisser vos températures de départ tout en gardant un retour suffisamment chaud pour pouvoir créer de la légionnelle. Et comme l'eau, elle est bue en permanence, il n'y a pas de stockage, vous pouvez faire des belles économies sur l'ECS. En revanche, si vous avez des ballons de stockage qui sont placés sur l'aval de la production, donc directement c'est l'eau que vous allez boire ou utiliser pour vous laver, là il y a des risques de légionellose et il faut garder en tête qu'il ne faut pas faire de bêtises avec les températures. Donc on a besoin d'une surpuissance pour maintenir le réseau suffisamment chaud. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair, mais donc la réponse c'est non si c'est que l'ECS, la Hmm. conduite prédictive ne sert à rien. Si vous avez un réseau chauffage et ECS, je recommande de séparer la production d'ECS de la production du chauffage. On n'est pas obligé de le faire tout de suite, hein. Ça peut être fait quelques années plus tard. Et voilà. Ok. Donc de toute façon, c'est assez classique, chaque immeuble a ses particularités. Donc là, vous avez donné des grandes lignes et c'est important en fait de faire d'étudier chaque chaufferie et de voir quels sont les systèmes les plus adaptés et de proposer plusieurs solutions de toute façon. Euh, il y avait une question, alors je suis pas spécialiste, donc est-ce que ce type est-ce que votre système est adapté pour une distribution de type chandelle? Je vous laisse répondre parce que je ne suis pas spécialiste sur les chandelles, donc je ne pourrais pas préciser. En gros, pour faire simple, à partir du moment où il y a une vanne, une régulation du réseau avec une vanne 3 voies ou une vanne 2 voies, selon une loi de chauffe, ça marche. Ce qui ne marche pas, enfin, on saurait faire, mais techniquement, c'est une usine à gaz. Aujourd'hui, on ne sait pas faire du plancher chauffant avec des trames électriques. Tout ce qui marche avec de l'eau chaude, on sait faire. Tout ce qui fonctionne avec des résistances électriques noyées dans le sol et des régulations par plancher haut, c'est compliqué. Donc, on sait faire du plancher chauffant avec de l'eau. C'est la grande majorité des planchers chauffants. Il y a 3 à 5% des logements qui sont en plancher chauffant électrique, ça, on ne sait pas faire. Ok. Alors, Quel que soit le type de chaudière aussi, si vous êtes au gaz, au fioul, au réseau de vapeur, au bois ou à je ne sais pas quoi, mais on s'en fiche. Quel que soit le type d'énergie que vous utilisez, à l'hydrogène, ce que vous voulez, ça marche. Voilà. ok. Alors, il y a de nombreuses questions sur le conseil pour l'individualisation installer des compteurs individuels pour le chauffage. Alors, je vais Alors, vous avez... laisser Gérard répondre parce que moi, en tant que copropriétaire, j'y suis confronté. Tout ce qui est installation avec traversant, là, donc les codes montants de traversante, c'est techniquement pas possible.
Ça serait injuste. Enfin, physiquement, le système ne marche pas. Nous, dans notre copro, on a voté contre, Mhm. mais parce que les règles de répartition, tout ça, c'est un peu compliqué. On n'est pas pour. Maintenant, Gérard l'a mis en place, donc vas-y, Gérard. Alors, oui, enfin, on l'a mis en place depuis peut-être 15 ou 20 ans. Je n'étais pas dans l'immeuble. Quand je suis arrivé, il y avait déjà les répartiteurs sur les radiateurs, évidemment les compteurs d'eau chaude, d'eau froide. Alors, donc nous, quand je suis arrivé, mettons, on avait voté 40% de collectif, de chauffage collectif, et 60% individualisé avec les répartiteurs, donc sur les radiateurs. Donc après, j'ai poussé à aller jusqu'à la recommandation, c'est-à-dire 30% collectif, 70% de chauffage. Alors, c'est ce que je disais, par exemple, quand moi je ne me chauffe pas, ça veut dire que quelque part, je vole un petit peu les voisins qui sont autour de moi, je leur prends un peu de chaleur. Ça peut être, on peut le considérer comme ça. Si tout le monde fait pareil, bon. Mais ce que je veux dire, donc on maintient cette part collective à 30%. Et la part individuelle, dans le fond, ça représente 70%. Alors, elle est peut-être plus ou moins juste, je veux bien. Bon, mais pour moi, c'est important. Si quelqu'un qui, par exemple, fait du télétravail, il laisse ses radiateurs à fond la caisse, étant donné que mes radiateurs sont surdimensionnés, enfin tout ça, bon, il consommera plus que quelqu'un d'économe. Bon, après, il y a l'orientation du logement, il y a l'emplacement du logement. Donc, moi, ça me semble quand même important, hein. Parce que, bon. Alors aussi, ce qui est dans le pilotage et qui est intéressant, c'est qu'avant, même si j'enfonce un peu des portes ouvertes, je réglais le chauffage sur le dernier appartement au 13e étage sous la terrasse au nord. Bon, ben maintenant, il y a plus d'équité dans tout le bâtiment. C'est-à-dire, je constate que l'orientation, évidemment, s'il y a plus de soleil, ok, mais il y a plus d'uniformité de température dans les appartements. Et c'est plutôt les logements maintenant qui sont en premier étage, mal orientés sur le hall qui n'est pas chauffé, qui sont un peu moins chauffés, enfin, tu vois, qui sont moins bien isolés peut-être qu'au 13e étage. Donc c'est intéressant pour ça aussi d'avoir ce pilotage. Mais oui, pour moi, je trouve que c'est bien d'avoir l'individualisation. Ça me permet de dire aux gens, je fais des affiches dans les ascenseurs, attention, le prix moyen du gaz a doublé. Vous êtes responsable à peu près de 70% du coût de votre chauffage. Voilà, Mm. enfin, Donc, Alors, effectivement, si je peux juste compléter, parce que c'est sûr que rendre les gens responsables de ce qu'ils consomment, c'est génial. c'est pas mal. Personne ne peut dire l'inverse. Voilà. Oui. Sur le fond, c'est une très bonne idée. Mais par contre, il faut que ça soit juste. C'est-à-dire qu'il y a des immeubles qui Oui, sont construits où chacun a son compteur d'énergie pour son appartement. En fait, on reçoit l'eau chaude du chauffage, ça passe dans l'appartement et ça ressort. Quand vous oui, partez en c'est vrai. vacances, en week-end, vous coupez, vous n'êtes pas chauffé. D'accord? En revanche, la façon, c'est plus sur la façon technologique d'individualiser les frais de comptage. Bon, il y en a plein la presse, plein Internet, l'arnaque aux répartiteurs et tout, fait que la façon dont c'est fait n'est pas juste. Alors, si la copro a été habituée à ça, tout ça, ça râle pas. Mais en fait, on n'est pas sûr que le compteur soit paramétré comme il faut. C'est très opaque, on ne peut rien contrôler. Et du coup, il y a des gens qui bricolent, qui ici, on sait très bien comment on peut neutraliser un compteur, etc., un répartiteur. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi prendre en compte l'incertitude qu'il y a sur cette répartition. Ça peut donner lieu à des discussions sans fin, d'exercices qui ne sont jamais clos, parce que les gens ne sont jamais d'accord. Donc voilà, Oui, si c'était très bien fait, c'est indiscutable. Il y a des cas où c'est facile à faire, il faut le faire. Mais quand la technologie n'est pas au point, ça peut provoquer des injustices. Et dans ce cas-là, il n'y a que ceux qui ont froid qui payent, beaucoup plus que ceux qui ont le soleil et qui ne payent pas. Vous allez me dire, c'est normal, j'ai acheté au sud, je suis oui. chauffé par le soleil, mais enfin, on pervertit un système de répartition qui était fait différemment et c'est pas toujours. C'est un avis très personnel, hein. C'est pas Mhm. toujours équitable, du coup. On n'est plus équitable. Bah, Voilà. moi, ça J'ai me semble fermé la relativement parenthèse. équitable si tu mets le chauffage à fond la caisse tout le temps. Bon, c'est tout. Oui. OK. Tu payes plus que quelqu'un qui se sert plus la vis ou qui a un robinet thermostatique et qui le règle à 2 sur une ouverture possible de 5. Bon, C'est sûr. Celui qui ça consomme joue plus, quand même. voilà, ça Ça joue joue quand quand même. même. Après, est-ce que c'est rigoureusement juste ça? Je ne sais pas, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on fait 30% en collectif et 70% de frais individualisés. Après, c'est effectivement la compagnie qui s'occupe
des répartiteurs, soit de les changer quand ils sont bloqués enfin, ou autre. Il s'appelle ISTA dans notre cas, mais peu importe, c'est elle qui dit que chaque radiateur, enfin avec le chauffagiste, il a telle puissance, etc. Et qui chiffre, qui donne finalement les kilowattheures par appartement, enfin, par répartiteur et par appartement. Donc Mm. moi, ça me semble une incitation, comme tu dis, à dire je fais attention. Tandis que si je sais que je suis au tantième, mais bon. Donc effectivement, il y a de toute façon des systèmes qui ne peuvent pas être utilisés avec une répartition individuelle. Donc ça, c'est connu. Vous avez de toute façon dans la loi des exceptions en cas de surcoût massif. Et dans tous les cas, ça reste un choix de la copropriété. Là, vous avez eu deux manières de penser les choses. Donc c'est souvent des discussions qui ont lieu et qui doivent être regardées sur la base d'études précises. Donc Mhm. c'est difficile de donner une réponse fixe. Donc, ce qui est surtout encouragé, c'est d'étudier la question, de voir techniquement si c'est possible et quelles sont les solutions à proposer. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, c'est plus des retours. Euh, alors, c'est marqué quelles infrastructures à mettre en place pour répartir. Je pense, alors, pour les infrastructures, pour la répartition individuelle, je pense que c'est souvent lié au type de chaufferie, au système. Donc là, il faut une étude faite par Ah, mais là, un c'est juste. chauffagiste. Oui. Je pense que c'est juste le répartiteur à mettre sur les radiateurs. Ça coûte 10 euros par an. Puis voilà. Je Mais il pense faut que c'est déjà ça la voir. question. Oui, en tout cas, il faut déjà savoir si c'est possible et dans quelles conditions. Et vous aussi vérifier si la chaudière a besoin de travaux. Et ça se fait toujours dans un D'accord. cadre où vous avez, enfin, l'idéal, c'est dans un cadre où vous faites une rénovation énergétique globale, donc où vous isolez au maximum pour diminuer au maximum les besoins de chauffage. Vous adaptez la puissance de la chaufferie à vos nouveaux besoins et Mhm. ensuite vous affinez avec une régulation et éventuellement Mhm. des répartiteurs individuels. Donc il y a une question sur le pourcentage de logements sur laquelle on peut poser des sondes. Alors, nous, idéalement, il faudrait que tout le monde en ait une, hein. Ça sert à rien. C'est de l'ordre de 20% des logements. C'est-à-dire que sur 100 lots, on va mettre 20 sondes. Alors, on recommande une vingtaine de sondes, mais il faut en garder entre, je sais pas, 3 et 5 pour le chauffagiste ou pour la copro pour aller chez les gens qui se plaignent qui n'auraient pas de sonde fixe. Mhm. S'il fait froid chez vous et que vous n'avez pas une sonde, vous avez quand même le droit qu'on vous améliore votre situation. On va vous D'accord. donner une sonde, du coup on va voir ce qui se passe chez vous par rapport aux autres, et on va identifier le problème que vous avez, et du coup on va pouvoir le corriger. Donc nous on met en général 20% de sondes fixes et quelques sondes mobiles au sens où on les déplace d'un appartement à l'autre pour résoudre les désordres Mhm. qui se présentent. Et ça, c'est super efficace en fait. Cette méthode que Gérard a utilisée permet que tout le monde en fait soit servi au niveau appréciation de son confort. Il y a une seule chose Mhm. qu'il ne faut pas faire, si vous voulez avoir la paix dans la copropriété, c'est donner l'accès de tout le monde aux températures de tout le monde, parce qu'il y a des jalousies qui se créent, etc. Donc quand on nous demande la température qu'on a dans un logement qui est équipé de sonde mobile, la personne a le droit d'avoir ces mesures, on les lui donne, c'est normal, qu'elle soit mobile ou fixe, que la sonde soit mobile ou fixe. Par contre, on ne la compare que par rapport aux températures du bâtiment dans lequel elle est ou du réseau Mhm. nord ou sud auquel elle est rattachée. Et donc tout le reste est anonyme. Voilà. Voilà. Alors, pour les questions techniques, sur le PowerPoint qu'on va vous envoyer, vous aurez les contacts de l'entreprise Efficap. Donc, vous pourrez les contacter derrière. C'est aussi sur le site web, hein. Si les gens Oui, tapent bien sûr, Efficap sur le site web, voilà. bien sûr. Alors, il y a une question sur... Alors là, c'était sur un meilleur rendement de chaudière. Est-il plutôt pertinent
réduire la température de l'eau. C'est la Oui, c'est question sûr que d'Henri sur la liste. non, mais plus on travaille à basse température, meilleur est le rendement. Enfin, après, faut aussi raison garder, c'est-à-dire que euh, combien, je suis pas bureau d'études, hein, mais euh, parfois il vaut mieux anticiper la météo à venir que d'allumer la chaudière tout court ou de chauffer trop fort. Donc, je ne sais pas vous dire en pondération combien on gagne réellement si on baisse de 5 degrés le départ chaudière. Si vous avez des radiateurs ou du plancher chauffant, c'est pareil, on va travailler à plus basse température en plancher chauffant qu'avec des radiateurs convecteurs, radiateurs ou convecteurs. Donc là, on rentre vraiment de mon point de vue, dans des calculs de laboratoire, quoi. À l'échelle d'une copro, je ne sais pas, Oui. j'ai pas d'idée. Les ordres de Oui, il n'y a grandeur pas ne de souci. m'intéressent pas. Vous avez le C'est droit de pas, ne pas savoir. voilà, c'est pas mon métier, je vends pas de chaudière. Ce que je sais, c'est Alors, que ce que je sais, c'est qu'après la rénovation, la puissance installée à Jourdan-Arcueil, qui tournait sur 2 chaudières, était excessive. Vous Mm. avez pu réduire de moitié, hein, Gérard, c'est ça? Ah oui, oui, on a enlevé une chaudière. Mm. Voilà. ok, très bien. Donc, je vous laisse encore une minute pour s'il y a encore des questions sur la maîtrise des consommations, donc notamment avec l'utilisation d'un système prédictif. Excusez-moi, je vois arriver une dernière question d'Henri sur la Oui, manière rigoureuse de répartir les calories. Henri, vous avez raison. Si on pouvait réellement compter par chaque radiateur le débit et le détater, ça serait presque idéal. Il ne faut pas oublier la longueur des tuyaux qui amènent au radiateur, ça fait partie de voilà, mais ça coûterait une fortune. Donc c'est en laboratoire avec les radiateurs, ça marche. Moi, j'ai plus de 3000 radiateurs dans la résidence, c'est même pas en rêve, quoi, même pas envisageable. Mm. Voilà. Excusez-moi. non, mais voilà, là-dessus, je peux pas répondre, donc je vous laisse répondre sur ce genre de choses. Alors, il y a une question donc, dans le chat. Là, si vous avez une question sur un projet en particulier, il faut vous rapprocher de votre conseiller, ou si vous êtes dans le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, il faut vous rapprocher de votre AMO public ou privé. Là, on ne pourra pas vous répondre sur votre dossier en particulier. Alors après, il y a les questions plus pratiques. Par temps froid dès la soirée, fermer les volets ou tirer les rideaux intérieurs. Alors, de manière générale, c'est toujours plus efficace d'utiliser Mhm. des occultants extérieurs, même si pour l'hiver, c'est moins impactant. Et les rideaux intérieurs, il Euh, faut faire attention, si les radiateurs sont derrière les rideaux, vous allez arrêter la convection, hein. oui, voilà. Enfin, de toute façon, tout ce qui est occultant, c'est toujours mieux quand c'est à l'extérieur, que Oui. ce soit des rideaux ou des volets. Et effectivement, pour le froid, c'est plutôt le Oui, soir. Et bien sûr, l'idéal, c'est des radiateurs qui ne sont pas sous les fenêtres. Bon, c'était fait historiquement parce que bah, ça compensait les pertes liées à des fenêtres qui n'étaient pas étanches. Mais aujourd'hui, l'idéal, c'est de les déplacer sur un mur qui est chauffé. Mais sinon, effectivement, les rideaux, c'est plutôt il faut, à éviter si vous avez le radiateur sous la fenêtre. il faut fermer les volets systématiquement. Oui, de toute façon, c'est privilégier tout ce qui est volé, tout ce qui est extérieur. Mhm. Alors, faut-il isoler les tuyaux à l'intérieur de l'appartement? Bah, si vous avez un système par répartition comme au jour d'Arcueil, non, surtout pas, parce que ce qui est sur le tuyau est gratuit. En fait, il faut virer les radiateurs et mettre que des tuyaux. Non, je plaisante. La solution efficace s'intègre-t-elle à l'étude DPE ou est-elle indépendante? C'est Alors intéressant. ça, je pense que c'est dans le cadre d'un DTG ou d'un DPE collectif. C'est Euh, je pas. dirais plutôt en maîtrise d'œuvre conception, quand vous envisagez, enfin quand vous travaillez sur le projet concrètement en DPE ou en DTG, vous êtes sur un diagnostic surtout et des propositions de solutions larges. Je pense que vous intervenez plutôt dans l'étape de conception, dans le cadre d'une réflexion globale. Oui, souvent on est prêt en. Alors, en plus, toutes les règles changent au 1er janvier.
Donc, je trouve que tout ce qui est fait pour le collectif a tendance à disparaître et tout ce qui va dans le sens de l'individuel a pris des points. Là, je suis pas professionnel, mais c'est à nouveau tout chamboulé, là, ces règles de dispositif. La 3CL, la méthode, là, va prendre le dessus. Je Oui, sais que alors beaucoup de professionnels contestent ce qui a été fait. Je vous laisse parler, Anne-Sophie, mais là, il faut des rendez-vous particuliers, là, je crois, hein. bah, au-delà de ça, de toute façon, pour moi, votre solution, elle sera peut-être proposée, listée dans les travaux à faire au stade de DTG, mais ce sera pas du tout étudié d'un point de vue concret en phase de DPE, DTG. Mm. Ce sera en maîtrise d'œuvre conception. Et Ouais. là, effectivement, ce sera étudié dans le détail. Donc, mais dans ce cas-là, il faut quand même l'anticiper si vous envisagez une solution prédictive. Il faut l'anticiper avec votre maître d'œuvre. Un jour d'Arcueil, vous l'aviez intégré dès le début du chantier, je crois, hein, Gérard. Oui, on l'a mis en 2021. Ouais, Tu veux dire pour le pour la calcul de la rénovation. subvention, Ouais. tout ça, pour le Ouais. calcul de... Oui, oui, dans l'audit, on avait mis... Ça a été mis dans La l'audit. mairie de Paris nous avait autorisé, on avait demandé à la mairie, mais c'était tout nouveau à l'époque, donc elle nous avait dit OK sur 15% d'économie sur le chauffage. Oui, donc effectivement, vu que vous avez des aides financières en phase de maîtrise d'œuvre conception, si vous confirmez l'installation de ce système, avant de Mm. voter les travaux, ce sera intégré au calcul des aides financières. Mm. Alors, on va pas parler de VMC du double flux parce que c'est pas du tout le sujet Non. d'aujourd'hui. C'est pas adapté Euh, à tous les types d'immeubles. C'est vraiment chacun doit faire une analyse spécifique. oui, tout Voilà. à fait. Et donc, enfin, il est 57, donc Ouais. on va finir sur ce sujet-là. Vous Mhm. allez recevoir les PowerPoint qui ont été présentés aujourd'hui et vous retrouverez également enfin, le webinaire sur notre chaîne YouTube dans une semaine à peu près. Si vous avez des questions, je vous invite soit à contacter Efficap pour des questions un peu plus techniques ou des demandes de devis, soit à vous rapprocher de votre conseiller à l'Agence parisienne du climat si vous êtes accompagné. Je vous remercie, Monsieur Marocero et Monsieur Merci. Quelqueger, Oui, merci et pour votre venue. C'est avec plaisir. et C'est on va avec pouvoir plaisir. Oui, oui. conclure. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.